Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un chapitre absolument fascinant du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, le chapitre 3. Et là, on plonge vraiment au cœur d'une bataille psychologique, c'est vertigineux. La question c'est, comment est-ce que l'esprit humain essaye de négocier avec quelque chose d'inévitable? C'est vraiment le combat d'un homme seul face à sa propre fin. Le chapitre commence et paf, on est frappé par une réalité d'une brutalité sans nom. Juste 3 mots, mais il tombe comme une lame de guillotine, condamné à mort. Il n'y a pas de préambule, rien. Victor Hugo nous balance directement dans la tête de cet homme, au moment précis où tout son monde s'effondre. Et pourtant, face à ça, face à cette sentence, eh bien, son esprit ne s'effondre pas tout de suite. Non, non, il se défend. Il commence à construire une sorte de barricade intellectuelle. Une première protection pour essayer de mettre de la raison là où il n'y en a plus, pour rationaliser l'irrationnel. Et ça commence avec une question, mais alors une question vraiment surprenante. C'est sa tentative à lui de rendre sa sentence normale, de la faire rentrer dans une case logique, quelque chose qu'il peut comprendre. C'est presque comme s'il essayait de s'approprier la chose intellectuellement, juste pour maîtriser l'horreur de la situation. Alors, sa première ligne de défense, c'est quoi? C'est de prendre de la hauteur, de faire un zoom arrière si on veut. Il va comparer sa situation à lui, son cas personnel, au sort qui nous attend tous en fait, le sort de toute l'humanité. Et là, on touche au cœur de son argument. Il se dit « Mais attends, au fond, est-ce que tous les hommes ne sont pas d'une certaine manière condamnés à mort ? Si c'est le cas, alors sa sentence n'a plus rien d'unique. Il devient juste un cas particulier d'une grande règle universelle. » Le point crucial qu'il met en lumière, c'est ça. La seule vraie différence entre lui et les autres, ce n'est pas la sentence, non. C'est la certitude du délai. Pour lui, le sursis est défini, on sait quand ça se termine. Pour les autres, il est indéfini. C'est la seule différence, c'est tout. En tout cas, c'est ce qu'il se force à croire à ce moment-là. Et pour se convaincre, pour renforcer son raisonnement, il pense à quel point la vie est aléatoire. Il imagine tous ces gens, jeunes, en pleine santé, qui pensaient peut-être venir le voir mourir, et qui finalement sont morts avant lui, fauchés par le hasard. C'est une ironie assez terrible, mais qui, sur le moment, semble lui donner raison. Mais attention, toute cette construction, toute cette belle défense intellectuelle, eh bien, elle est sur le point de se fissurer. Elle va venir se fracasser contre un mur, le mur impitoyable de la réalité, de sa réalité physique. Il va même jusqu'à se poser cette question, au fond, qu'est-ce que ma vie a de si regrettable? C'est une autre tentative, cette fois pour dévaloriser ce qu'il va perdre. L'idée c'est, si ma vie est un enfer, alors la mort c'est pas une si grande perte, non? Sauf que la réponse qui va lui venir à l'esprit va complètement le submerger. Et là, il commence à lister tous les tourments de son quotidien, tout ce qui agresse ses sens, son esprit, jour après jour. C'est un catalogue de souffrances, vraiment. Et ce qui est incroyable, c'est la précision des détails. Le pain noir, le bouillon qui vient du baquet des galériens. On comprend qu'il ne fait pas que vivre en prison, il est activement dégradé. Et c'est là où Hugo est génial. Il nous montre que la peine de mort, ce n'est pas juste attendre la fin. C'est cette déchéance au quotidien, ce rabaissement au niveau des forçats, surtout pour lui qui est un homme éduqué. Et il fait une dernière tentative, presque désespérée, de dire que tout ça, toutes ces misères, finalement ce n'est rien. C'est une sorte de pirouette, son dernier effort pour garder son bouclier philosophique bien en place. Mais on sent bien que ça craque, que la fissure est en train de s'élargir. Forcément, le poids de tout ça, de cette expérience vécue, de cette souffrance bien réelle dans sa chair, c'est juste beaucoup trop lourd. Son armure philosophique, aussi bien construite soit-elle, est bien trop fragile pour y résister. Et là, c'est l'effondrement total. Toute l'argumentation s'écroule. Une simple phrase, une exclamation « Ah, n'importe, c'est horrible !» Et pouf, tout le raisonnement abstrait est balayé. C'est l'émotion pure, viscérale qui reprend le dessus et qui fait voler en éclats toute la logique. Le corps, le cœur, ils reprennent leur droit sur l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette bataille intérieure si puissante? Quel est le vrai enjeu que Victor Hugo veut nous montrer avec l'effondrement de son personnage? En fait, ce chapitre nous révèle l'argument clé de Victor Hugo. La cruauté de la peine de mort, ce n'est pas tant la mort elle-même, l'instant final, non, c'est tout le processus qui précède. C'est la torture psychologique de savoir, de compter les jours et de subir cette dégradation jour après jour en attendant la fin. Et le chapitre nous laisse avec cette question, une question vraiment provocante qui reste en tête. Est-ce que savoir qu'on va mourir intellectuellement, c'est la même chose que de le ressentir dans sa chair, au plus profond de soi? C'est peut-être ça finalement toute la différence entre un concept abstrait et une réalité qu'on est en train de vivre.